9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Très heureux de vous retrouver à bord du meilleur taxi, le plus beau des taxis du matin. Notre objectif, vous le savez, c'est de vous apporter l'information jusque chez vous, où que vous soyez. Les rédactions sont mises à contribution pour commenter, surtout expliquer les sujets traités. Et c'est comme cela, jour après jour, que nous travaillons ensemble pour la beauté de l'information. Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est jeudi 22 mars 2018. Il est 7h presque 7 minutes. À Djagblé. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin. L'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, chronique de la semaine, Ouara les vainqueurs, le quotidien Liberté, le bimensuel Économie et Développement et l'hebdomadaire Flambeau des démocraties. Si on a un peu de temps, on pourra vous donner la parole. Ce sera la libre antenne, la prolongation. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin qui parle ce matin de la création d'une zone de libre-échange continental. Le Togo paraphe les 3 accords. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le Conseil des ministres, le dernier c'était hier, avec la protection du patrimoine routier. Toute personne qui cause un dommage aux équipements routiers est tenu d'en assumer les réparations. Voilà l'une des décisions prises donc en Conseil des ministres hier. Vous lirez les détails dans le journal. Et avec l'éditorial de notre confrère La Politique, dialogue, des signes d'espoir. Et puis Chicha, un danger sournois pour ces fumeurs. Le confrère allume ses projecteurs sur le sujet. Et notre premier coup de téléphone, c'est la rédaction du quotidien Liberté avec Médard à MTP. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Médard. Et vous vous intéressez d'abord à l'insécurité au Togo. Vous parlez de la proie laissée pour l'ombre, ces vraies armes qui sont dans la nature et servent à des braquages. Oui, des braquages, et ça devient récurrent dans le pays. Et surtout dans la zone de l'aéroport, un endroit censé être le plus protégé et sécurisé à Lomé. Mais malheureusement, c'est la zone où des braquages sont commis avec une facilité qui déconcerte parfois. Et la dernière attaque a eu lieu mercredi dernier sur la route de l'aéroport où des commerçants nigériens ont été dépossédés d'une importante somme d'argent. Et les autorités en charge de la sécurité se sont empressées d'annoncer une enquête qui peut-être n'aboutira jamais comme celle annoncée depuis 2014 et à la suite du braquage perpétré au parking de l'aéroport, et sans oublier le braquage du Grand Marché de Lomé et d'autres encore. Et donc la récurrence de ces actes de grand banditisme pose la problématique de la circulation illégale et incontrôlée des armes dans la nature, qui utilisent les malfrats pour commettre leurs faits. Et nous pensons que ce problème devrait plus préoccuper les autorités, les inciter à engager des actions fortes pour démanteler les réseaux des malfrats qui sèment la terreur et la désolation au sein des populations. Mais les autorités préfèrent s'acharner sur les pauvres militants de l'opposition et utilisent tous les moyens pour les tracer. Et pendant ce temps, ils laissent le champ libre aux malfrats qui volent et tuent en toute impunité. D'accord. Écoutez, comme vous précisez ce matin dans vos colonnes, les gouvernants préfèrent l'acharnement sur les opposants. Et parlant de cela à peu près, Médard, vous évoquez la libération au compte-gouttes de ce que vous appelez des otages politiques, puisque 3 militants du PNP sont élargis. Les membres du mouvement Louweke, eux, sont toujours gardés. Oui, le pouvoir avait pris l'engagement
devant les facilitateurs de libérer les détenus politiques dans le cadre des mesures d'apaisement. Oui. Mais les jours passent et on se pose des questions sur la réelle volonté du gouvernement de libérer ce que d'aucuns appellent les otages politiques. Et les détenus sont libérés au compte-gouttes et on a le sentiment que le gouvernement veut utiliser ces prisonniers comme monnaie d'échange ou encore comme objet de chantage. Et 3 militants du CNP viennent de recouvrer la liberté. Il s'agit de Ndaki Mohamed qui vivait aux États-Unis, qui était revenu au pays, de Kadjobo Hadi et Sadana Ismaël. Ils avaient été enlevés le 26 mars 2017 à Gablé et gardés en prison presque 3 mois sans qu'on sache ce qu'on leur reproche exactement. Et la question qu'on se pose, surtout les membres et responsables du mouvement Nouveauté, est quand la libération de leurs camarades qui sont en prison depuis plusieurs mois. Oui. Et ils sont encore 3 membres à être gardés en prison et sans raison apparente. Et on se demandait quand ils seront libérés. Oui, c'est vrai que le sujet est quand même fait grand bruit au niveau de ce mouvement. Il y a Atikpo Bob qui est détenu depuis 58 jours maintenant, Kokodoko Messint 154 jours maintenant, et puis Eza Kokou Doji qui est détenu depuis 147 jours aujourd'hui. L'autre sujet, le dernier d'ailleurs à évoquer avec vous à l'antenne, c'est par rapport à cet accord intervenu hier. Le Togo dans une zone de libre-échange continental. Et votre question, pourquoi faire, Meda? Tout à fait. Et 44 pays africains dans notre pays ont signé hier à Kigali au Rwanda l'accord créant une zone de libre-échange continentale et l'ASREC. Et l'ASREC est l'un des projets phares de l'Union africaine pour renforcer l'intégration du continent. Et la création de cette zone doit permettre l'élimination progressive des droits de douane entre les pays membres et favoriser le commerce au sein du continent. Et l'Union africaine estime que la mise en œuvre de cette zone permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022. Le niveau de commerce intra-africain. Et il ne fait donc de doute que l'ASLEC présente d'énormes avantages. Cependant, nous nous posons la question sur ce que peut gagner ou perdre notre pays en adhérant à une telle zone et surtout ce qu'il a marchandé ou à offrir au marché africain. Et on ne veut pas être pessimiste dans l'absolu, mais nous pensons que notre pays est plus un débouché de production extérieure qu'un producteur de richesse. Et en s'ouvrant au marché extérieur, ce sont les opérateurs privés qui risquent d'être plombés, puisque le marché togolais pourrait être envahi par les géants africains. Et ce sera cependant au grand bonheur du citoyen lambda qui pourra voir les prix des produits de première nécessité réduits et grâce à une rude concurrence. Voilà un peu notre analyse sur la zone de libre-échange qui vient de voir le jour. Parfait, très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le quotidien Liberté donc dans les kiosques ce jeudi. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez passer une excellente journée. Bonne journée à vous. 93.1 Taxi FM. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère fait un zoom sur le groupe Seco BTP. Seco BTP élève 6 milliards emportés dans l'exécution de la route Lomé-Vaughan-Enfoin. N'existe-t-il pas au Togo des mesures de rétorsion à l'encontre des entreprises défaillantes dans l'exécution des marchés publics? C'est l'interrogation du journal Le Changement ce matin. On lira l'article à la page 4. Dissension au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition.
la nécessité d'éviter une dislocation s'impose, écrit le confrère. Le journal qui s'intéresse également aux réformes à l'Office togolais des recettes. Des contribuables peuvent bénéficier d'un remboursement de la TVA. Tout cela à découvrir dans l'hebdomadaire Le Changement. Notre deuxième coup de téléphone, c'est à la rédaction de l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Le patron de la rédaction, Agbessi Joly. Joly, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Joly, dans votre éditorial ce matin, vous vous intéressez au cas Nicolas Sarkozy. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, Eric. Ce matin, nous parlons de Nicolas Sarkozy. Depuis mardi, comme vous le savez, c'est son nom qui est au devant de la scène internationale. Hier aussi, les choses ont évolué avec la mise en examen de Sarkozy. Oui, c'est Contre lui, pèsent 3 chefs d'accusation. Il y a la corruption, le financement illégal de campagnes électorales et puis le recel des fonds publics libyens. Bon, nous disons ce matin qu'au-delà de l'âme du guide libyen Muammar Kadhafi, qui crie justice, au-delà de cet état de fait, nous invitons les politiques togolais à tirer les leçons du cas Sarko. Politiques togolais, ministres, juges et magistrats qui aujourd'hui imbuent de leur pouvoir, volent, puis les dénis publics, prennent des décisions impopulaires, doivent savoir que la route de l'histoire tourne. Ceux-là qui profitent peut-être de la lassitude du chef de l'État et prennent des libertés avec l'argent du contribuable doivent aussi savoir que les gens qui ont toujours succédé l'alternance dans tous les pays du monde ont toujours convoqué au tribunal de leur conscience les récidivistes. Autant ceux qui sont aux affaires, autant ceux qui aspirent à gouverner doivent savoir que le pouvoir de diriger un peuple, ce n'est pas moyen de s'approcher d'une quelconque mangeoire. Et que le cas Sarko interpelle les petites démocraties. Et nous donnons ce matin au flambeau des démocrates, nous faisons le devoir de tirer sur les sonnettes d'alarme. D'accord, très bien. Écoutez, pas mal comme analyse ce matin. Hein. Ben, on lira le reste dans votre journal Flambeau des démocrates. Et puis, vous parlez également de l'environnement. Le couvert végétal, aujourd'hui au Togo, sous menace, c'est ça? Oui, Eric. Nous parlons de l'environnement. Et comme vous le savez, la presse togolaise se focalise trop sur l'actualité politique au point d'oublier les désastres qui se jouent dans notre environnement direct. Bien sûr. Nous, ce matin, nous faisons cas du taux de déforestation qui prend des proportions inquiétantes au Togo. Le rôle de la forêt, comme vous devez le savoir, dans nos sociétés n'est plus à démontrer par rapport à sa contribution à l'économie et à la lutte contre la pauvreté. Et c'est un indicateur clé dans l'embonpoint de l'économie qui est fortement menacée à travers le monde, particulièrement au Togo. Le taux, tenez-vous bien, le taux annuel de déforestation avoisine les 4,5%. Et c'est là des forts taux de dégradation montent. Donc, conscient du danger, le gouvernement togolais a depuis la semaine dernière, depuis quelques mois, commandité une étude analytique de la déforestation au Togo. Cette étude que nous publions ce matin révèle que, qui a pris en compte les 5 régions économiques, révèle que 3 éléments ont contribué à la déforestation au Togo. Il y a d'abord le développement agricole, il y a d'abord l'exploitation illégale du bois et l'utilisation du charbon de bois. Sur ce, Eric, seule la sensibilisation des masses peut permettre de venir à bout du mal. Mais une chose, aussi les sensibilités que nous relevons ce matin, c'est lorsqu'on demande aux populations d'abandonner l'utilisation du charbon de bois pour le gaz butane, alors que ce gaz butane, les prix de ce gaz butane n'ont jamais baissé au Togo. Donc, Eric, nous alertons ce matin l'opinion dans nos colonnes sur le mal de la déforestation. Mais ensuite, nous ressortons le contraste qu'entretient la sensibilisation des populations qui peut permettre de protéger le couvert végétal togolais. D'accord, très bien. Ben, écoutez, il faut qu'on rende accessible à tout le monde, finalement, l'utilisation de gaz butane à un coût un peu supportable. Je comprends très bien votre cri de cœur ce matin. Alors, vous revenez vous aussi sur la création d'une zone de libre-échange continentale. Hein. Le Togo dit oui. Oui, le Togo accepte le principe de création de cette zone de libre-échange continentale. Le 20-21 mars dernier, le ministre Robert Doucet, représentant le Togo, aux côtés de ses pairs, au sommet extraordinaire de l'UE, a donné son accord à Kigali pour une telle réforme qui permettra d'augmenter de 16 à 30% d'ici 2022, disons-nous, le niveau de commerce interafricain. Aussi, d'ici 2028, selon cette réforme, la création d'un marché d'une union économique et monétaire en Afrique. L'idée est donc de rendre plus fortes les économies nationales qui se lancent dans l'industrialisation. Nous relevons donc ce matin dans nos colonnes les avantages de cette réforme. Et nous osons croire au flambeau des démocrates que ces bonnes intentions permettront au pays du continent de s'affranchir. D'accord, très bien. Bon, écoutez, Joly Agbessi, vous êtes un journaliste.
Alors, vous portez aussi le casquette d'entraîneur de football. Peut-être que je vends un petit peu la mèche à l'antenne pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je voulais quand même qu'on s'intéresse à l'AS Togoport, puisque hier a eu lieu le tirage au sort de la Ligue africaine des champions. L'AS Togoport qui connaît ses adversaires aujourd'hui. Oui, Eric. Depuis hier, l'AS Togoport connaît ses adversaires. Donc, nous disons ce matin que les 2 jours d'euphorie cèdent donc place aux interrogations. Parce que, Eric, une chose est de rentrer dans la cour des grands, oui, mais une autre est de s'y afficher comme un grand. Donc, pour nous, c'est maintenant que le plus dur commence pour l'équipe portuaire qui va défier dans la poussée les Mamelodi Sundowns, le WAC de Casablanca et puis au Real Club de Guinée. Bon, nous faisons confiance au coach Aïe, un grand stratège. Il a le soutien du public. Mais ce seul soutien ne suffira pas pour affronter ces grosses écuries. Oui. Il faut donc revoir cet effectif et surtout assainir l'entourage de cette équipe pour lui donner peut-être les chances de ne pas se faire ridiculiser sur le échiquier continental, disons ce matin. Parfait, très bien. On a compris en tout cas que nos voeux de bonheur accompagnent l'équipe de l'AS Togoport dans cette campagne africaine. Merci beaucoup à Agbessi Joly. Merci Eric. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Sur Taxi FM, l'info roule. Notre troisième coup de téléphone, c'est la rédaction de Ouara les vainqueurs. On a réussi à avoir Michel Tchadia au téléphone. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Michel. Vous parlez de cette fameuse guerre entre l'ANC et le PNP. Ce que Tikpi Atadam n'a pas encore compris, c'est ce que vous relevez ce matin. Oui, vous savez que depuis quelque temps, il y a une guerre ouverte entre l'ANC et le PNP. C'est parti de ce message audio qui a circulé, qui émanait d'un des responsables du PNP et qui appelait à une marche pour, en tout cas, le début de cette semaine. Et après cela, le leader du PNP lui-même en a appelé, comme il en a l'habitude, ses militants à cette marche. Et donc, du coup, le responsable de la communication de l'ANC, en l'occurrence M. Eric Dupé, est sorti le dimanche dernier sur une radio où il a fustigé cette attitude du PNP qui serait allé à travers les principes qui gouvernent cette coalition. Vous savez que en réalité, il y a un malaise qui couvre depuis un certain temps cette coalition-là, mais ils ont fait tout pour pouvoir cacher cela, mais cette dernière sortie de M. Eric Dupé a permis aux uns et aux autres de comprendre que cette coalition-là vit un véritable problème et qu'en réalité, Tikpi Atadam ne savait pas qu'il était en alliance contre nature avec l'ANC qui, depuis des années, en tout cas depuis sa création, a montré aux yeux de l'opinion nationale que lui seul, il est capable de venir à bout de ce régime. C'était la même stratégie quand ils étaient à l'UFC où ils pensaient que seuls ils allaient renverser ou bien ils allaient parvenir à faire bouger le régime en place. Et puis surtout, aujourd'hui, l'ANC est beaucoup plus préoccupée à nuire au PNP qu'au parti au pouvoir, parce qu'ils se rendent compte que les responsables, en tout cas de l'ANC, se rendent compte que la popularité de Tikpi Atadam les fait ombrage. Rappelez-vous la guerre des t-shirts lors des manifestations où on pensait que le rouge l'emportait sur la couleur orange. Et donc, le simple fait que Tikpi Atadam soit venu de la région et qu'il veut ravir la vedette à Jean-Pierre Fabre, les gens de l'ANC ne l'entendent pas de leur oreille et aujourd'hui, leur préoccupation, c'est comment nuire à Tikpi Atadam au parti au pouvoir. D'accord, Baba. Donc, cela explique l'autre question à la une de votre journal. L'ANC, un parti trop suffisant. On lira cela à la page 3. Alors, en attendant la reprise du dialogue, Michel Tchadia, vous parlez des jeunes d'Adeti Copé qui sont édifiés sur leur rôle et leur place dans les réformes constitutionnelles et institutionnelles par MFP 228. C'est bien ça? Ah oui, vous savez que la crise actuelle que traverse notre pays est liée aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais
au-delà de ça, il faut constater que les deux bords politiques chaque jour ne parlent que de la jeunesse, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, on parle toujours de la jeunesse. Mais le MFP 200,7 posait la question, est-ce que cette jeunesse est tellement les préoccupations de cette jeunesse sont tellement prises en compte? Et donc c'est pourquoi ce mouvement a organisé hier une rencontre d'échange avec les jeunes et les organisations les organisations des jeunes d'Atletico-Play sans environ autour du thème quelle place pour la jeunesse dans les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il s'agissait essentiellement pour ce mouvement de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont une place dans les pratiques politiques au pays. Ils ont le droit de pouvoir participer au débat politique parce que quand on sait que la majorité de la population togolaise est jeune, les jeunes ont intérêt à faire élever leur voix contre leurs aînés pour leur demander par exemple d'assouplir en tout cas pour leur demander par exemple de revoir à la baisse l'âge d'éligibilité aux différentes élections, que ce soit les locales, les législatives ou la présidentielle. Et donc, il fallait aussi, pour ce mouvement, de dire aux jeunes de cultiver le leadership en leur sein parce que l'avenir les appartient et il va falloir dès à présent s'organiser et ils ont un rôle très important à jouer dans notre société. Parfait, très bien. Ben, on a compris. Il y a un troisième sujet que vous évoquez ce matin, puisque vous parlez de mainmise de certains poids lourds sur la justice togolaise. Le sieur a Tabré Hyacinthe dépossédé de son enfant d'une façon spectaculaire. C'est ce que vous relevez. Oui, vous savez, le sieur Tabré Hyacinthe, c'est un entrepreneur, il est dans le domaine du BTP. Il vivait normalement avec sa femme depuis un certain temps, il y a eu des problèmes, il voulait s'en séparer, il voulait se séparer de sa femme. Et il a posé d'une occasion, elle était en voyage et il a appelé au téléphone, il dit arrivé qu'elle ne revienne plus chez lui. Effectivement, la dame est revenue, mais la sécurité qui était à sa porte l'a renvoyée. Et la femme a allé prendre une convocation pour lui. Donc, arrivé auprès du juge, le juge a exigé, si le monsieur veut renvoyer sa femme, qu'il donne la garde à l'enfant, la garde de l'enfant à la dame, la pension alimentaire, puis surtout le logement. Et donc, du coup, le monsieur Atabé qui n'était pas d'accord a saisi un autre magistrat où il a entamé le processus de divorce. Donc, ils étaient en train de voir dans quelle mesure conduire ce divorce à terme quand le juge a pris une ordonnance pour, disons, imposer à M. Atabré qu'il donne la garde de l'enfant à sa femme. Et c'est ce que le monsieur ne voulait pas. Il a fait, en tout cas, appel, comme on le dit, il a fait appel à travers son avocat. Mais curieusement, il s'est fait que, chemin faisant, il y a une horde de policiers qui a débarqué le 2 mars chez M. Atabré sans motif. Ils ont enlevé pratiquement l'enfant et puis ils ont confié à madame. Donc, vous comprenez que même si la garde, en tout cas si la garde de l'enfant, si la dame demande la garde de l'enfant, mais ça doit être discuté et voir dans quelle mesure remettre l'enfant à sa maman dans des conditions acceptables, que de venir comme des cow-boys enlever l'enfant et à l'enfant de son papa et l'envoyer à sa mère. Et de deux, selon nos informations, nous nous rendons compte que en réalité, dans un premier temps, quand on a demandé à la justice d'aller, à la police d'aller exécuter l'ordre de la justice, dans un premier temps, il y a eu une résistance parce que la police disait que l'affaire n'était pas encore claire et que ce n'était pas bien de débarquer chez le monsieur. Mais il y a une personne bien placée qui a fait influence à un niveau donné de la justice
nous ne savons pas où. Nous avons fait des investigations à ce niveau. Nous n'avons pas encore trouvé à quel niveau la personne a agi. Et que subitement, sans que l'avocat de M. Akabre soit au courant, l'avocat de la dame soit au courant, sans que le juge même qui a pris comment l'appelle-t-on, l'ordonnance soit au courant, et la police est arrivée, a débarqué sur le monsieur et a enlevé l'enfant vraiment d'une façon inadmissible. C'est ce que nous tenons à relever. Et surtout que au moment où le gouvernement a fait des efforts par rapport aux réformes de la justice, comment se fait-il encore qu'il y ait des gens qui continuent toujours à influencer cette justice-là, qui vraiment rend des arrêts des fois vraiment à dormir debout. Et donc, c'est sur ces deux points-là nous sommes revenus pour faire comprendre au gouvernement que on ne peut pas vivre dans une société où certains peuvent se permettre de se comporter de la sorte. Très bien. Michel, on a compris le fond de votre article. On lira le reste dans le journal. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée à tous les auditeurs de Radio Taxi FM. Allez, bonne journée à vous également. Bonne journée à toi aussi, Eric. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il est 7h35 à Atikoumé, où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Merci à vous pour votre confiance légendaire à la radio. Génial. Notre quatrième rédaction maintenant, c'est celle du journal La Nouvelle Tribune. C'est Elom qui est au téléphone, c'est bien ça. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous avoir rejoints, Elom. Et puis si vous intéressez, je veux dire, à la politique togolaise, sortir de la crise, des doutes, des espoirs, mais surtout des solutions. Hein. Oui, effectivement, nous avons fait une petite analyse de la situation politique parce qu'au-delà des doutes, au-delà des espoirs et au-delà des inquiétudes, il y a quand même des solutions à proposer pour sortir de la crise. Et donc, ce matin, nous avons abordé le sujet et parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, on a quand même une nation à préserver, on a quand même un pays à préserver, c'est le Togo, c'est le bien commun. Et donc, nous avons fait cette analyse justement pour amener les uns les autres à pouvoir mettre de l'eau dans leur vin parce que nous avons relevé les positions de l'opposition du pouvoir en l'étape actuelle des discussions, le retour à la Constitution de 1992 est réclamé par l'opposition et la position de l'opposition relative également aux institutions de la République, la candidature de Sonia Singme en 2020 et au niveau du pouvoir et qui continue de tenir la position sur laquelle et on ne peut pas justement faire une loi contre quelqu'un et donc on a relevé l'antagonisme relatif plutôt à ces différentes positions et on a aussi abordé un autre sujet relatif à un plan B et parce qu'on s'est posé la question de savoir au cas où le dialogue échouait, quel est le plan B pour pouvoir permettre aux Togolais de s'entendre? Quel est le plan B pour pouvoir permettre aux Togolais de pouvoir mener à bien les réformes constitutionnelles et institutionnelles? Et si on ne le souhaite pas, ce dialogue échouait, qu'est-ce que le Togo deviendra demain? Parce que les réformes resteront intactes, il n'y aura pas de réforme, les positions des uns et des autres resteront intactes, et donc on s'est inquiété du fait qu'il n'y a pas d'hypothèse relative à un plan B. Également, on ne constate pas qu'il y a des discussions de couloir, des discussions officieuses qui se passent selon les recommandations de l'IGC, l'Institut international de gestion des conflits. Il s'est inquiété également de l'absence de discussions officieuses underground qui permettent aux protagonistes d'entamer des négociations non officielles avec des intermédiaires autorisés et accepté par chaque camp. Et donc, ces discussions qui donnent souvent des réactions sur négociations officielles d'aboutir avec moins de blocage. Et donc, après, on a quand même essayé de revenir sur les solutions. On en a proposé 4 pistes de solutions en se basant sur les recommandations de l'Institut international de gestion des conflits. Et parce qu'au-delà de tout, comme je l'ai dit en amont, on a quand même une nation à préserver. Il va falloir que nos hommes politiques, puissent se mettre face à leurs responsabilités devant l'histoire afin que ce peuple qui souffre au quotidien puisse sortir gagnant de cette lutte. D'accord, on lira votre analyse, c'est à la page 3. Et puis vous parlez également ce matin de l'université de Kara. Le motif des congés anticipés, est-ce que vous avez des éléments là-dessus ce matin?
Oui, Eric, lundi dernier, l'université de Kara a décidé de donner des congés anticipés aux étudiants, à ses étudiants. Donc le motif c'est tout simple. Hein. Il y a eu des manifestations à l'université de Kara depuis vendredi, et déjà vendredi, il y a des étudiants qui manifestaient parce que ils n'ont pas encore reçu leurs allocations de secours. Et donc ils ont manifesté leur mécontentement. Ils ont quand même réussi à déloger leurs camarades en année de licence qui composaient. Et lundi, les manifestations ont repris de plus belle. Et cette fois-ci, ils ont réussi à déloger des étudiants qui composaient un master en sciences politiques. Et les manifestations ont pris une allure inquiétante qui a fait réunir d'urgence la prison de l'université de Kara pour donner des congés anticipés au niveau de cette université. Donc depuis lundi 19 mars, l'université de Kara est en congé, et ce jusqu'au 3 avril 2018, pendant qu'à Lomé, l'université de Lomé qui prend ses congés le 23 mars et qui revient le 3 avril 2018. Donc voilà un peu la situation de l'université de Kara. Espérons que d'ici la reprise, ces allocations de secours seront disponibles sur les comptes des étudiants. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans le journal. Et puis, économie avec la bourse, Sodigaz, dans la première cohorte du programme élite de la BRVM, c'est ça, Oui, c'est une grande prouesse. Je pense que c'est tout à l'honneur du Togo. La société Sodigaz qui vient d'être élue au programme élite BRVM de launch de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et donc, c'est ce programme qui est effectivement entré dans sa phase active dans l'Union économique monétaire ouest-africaine le lundi 19 mars. Pour une période initiale de 2 ans. Et aux côtés de Sodigaz, il y a bien d'autres entreprises de renom, ivoiriennes, etc. Mais Sodigaz représente le Togo et a quand même été sélectionné pour participer ou bénéficier des fruits de ce programme. C'est un programme qui prépare à l'entrée en bourse au niveau de la BRVM, un programme qui est un écosystème dynamique et interactif, bâti pour soutenir et favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance économique. Et donc, à travers ce programme, justement, la bourse plutôt régionale des valeurs mobilières entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance, comme Sodigaz. Et donc, voilà un peu la situation pour Sodigaz au niveau de la BRVM. Pris en compte d'autres entreprises également puissent emboîter le pas à cette structure parce qu'il y aura d'autres cohortes qui seront validées, d'autres cohortes d'entreprises qui seront quand même validées, qui quand même seront éligibles à ce programme. Et donc, c'est tout à l'honneur de Sodigaz à qui nous envoyons toutes nos félicitations dans cette parution. D'accord, très bien. Ben, on a compris, on lira tout cela dans votre journal La Nouvelle Tribune. Vous évoquez également les soupçons de financement libyen avec Nicolas Sarkozy, mise en examen. Jolie Agbessi en parlait au tout début. Merci beaucoup, Elo Mathieu Sogbe. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du taxi. Merci et bonne journée à vous également. Merci. Taxi FM, toujours premier sur l'info. La 5e rédaction est au téléphone avec nous, c'est économie et développement avec Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs de ISM. Oui, bien sûr. Merci de nous avoir rejoints, Joseph. Et puis vous revenez sur ce que vous appelez la révolution de l'électrification rurale au Togo, le défi de l'électrification par solaire, par le solaire à 20 000 ménages fin 2018 et 300 000 ménages à l'horizon 2022. Oui, Eric, nous avons ce matin cité l'évolution de l'électrification rurale au Togo. Quand vous savez que le Togo, à l'instar des autres pays de la CEDEAO, est un pays ensoleillé. Vous vous rappelez très bien de cette phrase que le chef de l'État avait prononcée le 11 mars dernier au sommet de l'Alliance solaire internationale en Inde. Là, pour combien de fois, tous ces pays ont quand même le soleil, et malgré tout ça, ils n'avaient quand même pas profité de cette énergie naturelle. Alors, je pense que quand vous voyez derrière les statistiques, d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, vous voyez que malgré le soleil que nous avons, il y a 60% des populations rurales qui n'ont pas d'électricité. Et également, quand vous voyez ces 15 pays de la CEDEAO, vous avez constaté qu'ils sont sur 10 pays même, n'arrivent même pas à atteindre un taux d'électrification rurale sur 20%. Puisque seulement dépend du Togo. Le Togo, dans le taux d'électrification est seulement à 16,3%.
Donc je pense que ces données ont donné un peu de pression quand même au chef d'État de la CEDEAO. Quand vous voyez aujourd'hui presque tous les pays de la CEDEAO, ces pays s'achètent même à aller à l'électrification rurale, surtout grâce au soleil. Et quand je reviens au Togo, vous avez constaté que depuis quelques années, le gouvernement s'acharne quand même à trouver une solution, surtout au niveau des populations rurales, avec l'installation des centrales photovoltaïques aujourd'hui. Vous allez voir aussi plusieurs sociétés qui arrivent au Togo. Je donne tout simplement l'exemple de groupe Total, qui depuis un certain moment essaie aussi de mettre sur le marché plusieurs produits solaires. Alors, au-delà du tout, dans ce dossier, nous sommes revenus à long et à large sur tous les projets que le gouvernement a eu quand même à exécuter depuis 3 à 4 ans pour pouvoir résoudre ce problème de déficit de l'électrification en milieu rural. Que ce soit le projet pondéré de Taber, CISO, que ce soit l'appui ces derniers jours aussi des États-Unis, nous sommes revenus en long et à large sur ce dossier. Mais surtout, j'étais encore, à la fin, nous avons essayé d'attirer l'attention aussi des autorités par rapport à la maintenance corrective de ces installations. Parce que, en fait, nous ne voulons pas que ces centrales qu'on installe puissent subir encore les conséquences des lampadaires que nous voyons chaque jour tout au long de nos routes. Oui, vous allez voir que les lampadaires sont là, on les installe, et quand ces lampadaires sont en panne, il n'y a même pas de techniciens. Vous voyez des lampadaires qui dorment durant des années, on ne les remplace pas. Donc nous avons aussi cette crainte qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'installer aux populations, il est très intéressant que le gouvernement quand même puisse se réveiller rapidement pour que ces centrales soient quand même de temps en temps contrôlées, au moins que les techniciens soient présents à tout moment pour que cette joie qui aujourd'hui anime cette population en milieu rural ne soit pas d'un jour lendemain revenir encore au temps colonial. C'est-à-dire que de temps en temps, le gouvernement puisse faire tout pour que ce que nous appelons aussi la maintenance collective, c'est des révisions régulières de cette centrale. Voilà ce que nous voulons vraiment sortir dans ce dossier. On lira le reste dans votre journal. Et puis, l'Union africaine face au défi du libre-échange, le Togo qui signe, le Nigeria qui s'abstient et refuse même l'ouverture de son marché au reste du continent. Oui, mais enfin, on peut dire que c'est un offre de soulagement et c'est possible de le dire, que c'est un accord historique, comme le disait hier le président de la Commission de l'Union africaine. En fait, personne ne s'attendait pas quand le plan Nigeria a dit déjà le dimanche avait renoncé à sa participation à ce sommet. Vous savez qu'aujourd'hui, quand nous prenons les États africains, à peine 16% des échanges commerciaux quand même se font entre ces pays. Au même moment, par exemple, quand nous prenons l'Asie, par exemple, c'est 50% des échanges commerciaux entre les pays de l'Asie. Ils sont à 10%, par exemple, quand nous prenons l'Europe. Alors, combien de fois il est très serait intéressant que les pays africains quand même puissent s'unir et enlever certaines barrières douanières pour que au moins le commerce quand même puisse quand même se dérouler comme entre les pays. Vous savez que quand nous prenons même les pays, c'est vrai que économiquement les pays ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, avec cet accord, je pense qu'il serait très intéressant que certaines catégories, par exemple, au niveau des opérateurs économiques, puissent être enlevées et que l'Afrique rapidement puisse retrouver au moins son point de commercialisation sur le plan international. Parce que quand vous voyez déjà au niveau de l'UA, je pense que ils pensent que s'il y a possibilité, c'est que tous les pays quand même arrivent à réussir et à saisir cette occasion, au moins l'Afrique peut augmenter de 60% d'ici 2022 et son commerce inter-africain. Donc nous pensons que effectivement c'est une véritable avancée
et que tous les pays doivent quand même saisir l'occasion. Alors quand vous parlez le cas du Nigeria, nous avons dit que le Nigeria ne voulait pas que d'autres pays, d'autres produits étrangers viennent quand même sur son territoire. C'est un peu compréhensible. Vous savez qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, il y a eu une récession économique au niveau du Nigeria avec la chute du prix de pétrole sur le plan international et aussi avec la chute du Naira. Donc pour le moment, Président Buhari adopte au moins la politique de protectionnisme. Donc on ne peut pas l'accuser pour le moment. Mais je pense que le plus important, il faudrait que le Nigeria puisse quand même accepter d'ouvrir aussi ses frontières. Parce que, mais si le Nigeria ferme ses frontières, les autres pays sont obligés aussi de fermer les leurs. Et je pense que là, le commerce serait vraiment déficitaire pour mettre la balance commerciale soit déficitaire pour le Nigeria. Donc nous pensons que vraiment c'est une occasion à saisir. Et le Togo, dans tout ça, il faudrait que le Togo, quand même, les sociétés togolaises puissent se réveiller et voir et pouvoir et savoir quelle politique mener aujourd'hui, surtout la politique d'industrialisation et de commercialisation, pour que le Togo puisse aussi exporter ses produits. Au même moment, le Togo aussi puisse quand même avoir déjà, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le marché togolais, parce que ce marché est animé par les étrangers, les Nigériens, les Libanais, tout ça. Dans tout ça, là, on se demande où se trouvent même les Togolais. Donc, il faudrait pas que cet accord aussi puisse quand même encore venir et enterrer encore plus les Togolais. Donc, à cette ouverture, il faudrait que les Togolais puissent commencer par réfléchir. Une chose est de signer l'accord, mais une chose est de mettre toutes les dispositions pour que la population puisse profiter. Voilà, nous sommes revenus en long et en large sur ce dossier. Et nous voyons que c'est un accord historique que non, puisque il faut profiter quand même au Togo et profiter également pour ces 44 pays de l'Union africaine. Pour le moment, c'est 44 pays qui ont pu signer. Et d'ici juillet, je pense que les autres aussi auront l'occasion de signer. Voilà ce que nous avons mis dans ce dossier ce matin. Merci beaucoup, Joseph Gada. On lira le reste dans votre journal. Merci pour votre disponibilité surtout. Merci beaucoup, Eric, et bonjour à tout le personnel de Taxi FM. Bien sûr, et bonne journée à vous. Taxi FM. Le monde en une radio. La dernière rédaction avant 8h, c'est celle de Chronique de la semaine. C'est Dominique Alizio. Dominique, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tes passagers ce matin. Merci de nous avoir rejoints, Dominique. On va aller très rapidement avec le dialogue inter-togolais, l'ONU, l'UE, les USA. La France et l'Allemagne appellent à des discussions de fond sur la question constitutionnelle et électorale dans le respect des institutions de la République. C'est ce que vous écrivez ce matin. Justement, dans un communiqué rendu public le 19, le G5, composé du système des Nations Unies, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne et des USA, ont rappelé à nos protagonistes la nécessité d'œuvrer pour que ce dialogue aboutisse et en tenant compte, évidemment, d'abord de règlement intérieur, puis du compromis trouvé au cours de la première, de la deuxième journée de discussion. Et ils invitent donc la protagoniste à œuvrer à ce que le Togo puisse aller vers des réformes qui vont aboutir donc à des élections crédibles et transparentes. Et voilà le message que les chancelleries occidentales ont laissé attendre à nos acteurs politiques pour qu'ils puissent œuvrer dans ce sens. Donc, il apparaît clairement que, contrairement à l'opposition qui a voulu violer le règlement intérieur du dialogue, notamment en procédant, en allant donc vers les marches de protestation, en voulant battre le pavé, les chancelleries ont trouvé vraiment inadmissible que des accords signés puissent être violés. C'est ça, puisque le gouvernement a essayé de respecte l'engagement, notamment, il a procédé à la libération de 45 détenus dans le cas de manifestations violentes de l'opposition, les 7 personnes restant inculpées dans le cadre
des incendies des marchés de Cara. Donc, il va sans dire que le gouvernement a respecté sa feuille de route ou a respecté ses engagements. Donc, nous découvrons avec amertume que l'opposition qui brandit une menace notamment laissant croire que oui, le gouvernement continue le processus électoral, alors que le processus électoral n'a jamais été, il ne s'est jamais dégagé un compromis à cet effet. Donc, il revient à ce que nous avons essayé de relever dans l'article que l'opposition aujourd'hui file le mauvais coton, notamment en faisant une fixation sur la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020. Mais on se demande si le dialogue se substitue à notre cours constitutionnel, où ce dialogue peut décider de qui doit être candidat en 2020, et c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Donc nous avons relevé le fait qu'il apparaît clairement que l'opposition a peur du candidat Faure Gnassingbé, et que pour eux, seul Faure Gnassingbé peut les battre. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas en mesure de décliner leur programme auprès des populations qui peuvent donc à cet effet porter leur chance sur eux et croire que c'est en exigeant son départ ou en exigeant qu'il ne se présente pas en 2020, c'est ça qui va aboutir à la teneur. Or, nous avons rappelé ce que le président français Emmanuel Macron a dit dans une interview lorsqu'il était de passage à Côte d'Ivoire, qu'il est important qu'on puisse revoir le cadre électoral et permettre l'expression libre des populations. La population est libre donc de choisir soit de conserver l'ancien régime ou le régime actuel ou d'aller vers l'alternance. Donc aujourd'hui, il apparaît clairement que la communauté internationale, contrairement à la vision de l'opposition, opte pour des élections transparentes et la candidature de tout le monde, de tous ceux qui veulent se présenter, et revient donc au peuple togolais de décider qui doit conduire sa destinée et non à un dialogue de sceller donc le sort de qui que ce soit. Voilà, en quelques minutes, ce que nous avons relevé. D'accord, ça marche. En tout cas, on lira le reste dans votre journal. Et puis, vous revenez également sur ce que vous appelez du rififi au sein du groupe des 14. La coalition de l'opposition découvre, à votre avis, le vrai visage de Tikpi Atchadam, très hostile au dialogue, c'est ça? Justement, nous avons relevé le fait que Tikpi Atchadam, en fait, n'a fait pas vraiment d'égard à l'endroit des 13 partis de la coalition, puisque j'ai rappelé que dans le mois de septembre, la coalition s'est réunie a décidé d'organiser des marches sur 4 jours. Tikpi Atchadam a appelé juste le correspondant du RFC pour lui dire il n'y a pas question qu'il puisse avoir des marches. Donc, il a annulé seul la tenue de ces manifestations. Il y a des soins dedans, tout le monde s'en est, ils en ont géré autrement. Et puis, entre-temps, cette histoire de des marches de vendredi, qui ne doit pas avoir lieu. C'est une exigence de Tikadam qui ne voudrait pas voir la coalition marcher le vendredi, qui constitue le jour de prière pour ces militants, qui sont curieusement musulmans, parce que comment on peut créer un parti à obédience musulmane. Vraiment, voilà la triste réalité. Nous avons également relevé le fait que Atchadam, lorsqu'il était encore à Lomé, il participait à des marches. Il ne prend pas part au départ du cortège et à l'arrivée, il attend. Et lorsque le cortège arrive, il débarque avec ces éléments, on arrache par force le micro auprès du chairman, il prononce son discours et après il dégage. Donc il ne reste même pas pour écouter ce que les autres ont répondu. Donc c'est en ce moment déjà qu'on commençait à s'utiliser. Et puis aujourd'hui découvre et que Tikpi Atchadam est une calamité. Heureusement que vaut mieux tard que jamais. Donc l'opposition ou le reste de la coalition a opposé une fin de non-recevoir face à l'appel solitaire qu'il a lancé pour les marches du 20, 21, 24 de ce mois. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de relever le fait que l'opposition, ou bien le chef de file de l'opposition, a décidé de s'affranchir des desiderata et de l'insolence de Tikpi Atchadam pour prendre le devant des choses et nous apprécier ainsi.
et donc nous avons donné un véritable sage conseil à l'opposition de comprendre que le dialogue ne peut jamais exclure ou décider d'exclure X ou Y opération scrutin. Il serait mieux de s'aborder sur le texte ou bien sur la Constitution, comme l'exige le G5, pour que véritablement ils puissent revoir les textes et permettre à tout un chacun. Ça marche. Et au moment venu, la Cour constitutionnelle décidera de qui sera candidat ou pas. D'accord, très bien. Ben, écoutez, Dominique Alizou, malheureusement, on doit s'arrêter ici. Merci quand même pour votre disponibilité. Eric, on ne peut rien dire sur la santé. Non, on est acculé par le temps, Dominique. Ok. Bonne journée à tes passagers. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Merci. Taxi FM, priorité au direct. Et nous jouons les prolongations de la libre antenne ce jeudi matin sur Radio Taxi FM. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez nous interpeller sur un sujet précis, interpeller les autorités également, même vos concitoyens sur un fait. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, puisque le réseau Move a commencé par fonctionner depuis hier soir. Le 99 20 09 59, 93 96 99 99, c'est la libre antenne. Vous êtes bienvenue sur la radio. Notre premier auditeur ce matin, allô? Allô, bonjour, monsieur Ré. Oui, bonjour. C'est monsieur Lawani. Monsieur Henri? Lawani. Lawani, très bien, excusez-moi. Nous vous écoutons, Lawani. Avait dit. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes actuellement. Et la fois passée, on était en mission, on quittait Atakome pour Lomé à 19h. Arrivé au niveau de la base de Tatoma, soit si vous connaissez l'endroit. Oui, bien sûr. Vous allez voir qu'ils ont bloqué une route et c'est seulement une route qu'on pratique. Oui. Et ils ont bloqué le pont avec des bordures. Nous, on revenait à Lomé. Le gars, il est à moto. Oui. Il allait vers Detikopé, et d'un coup, elle a cogné la bordure. Et sa moto s'est retrouvée sous notre voiture. Oh là là. J'étais au volant. Heureusement que lui-même, il est tombé de notre côté. Donc nous, on a serré et on est allé voir ce qui s'est passé. Et par la grâce de Dieu, rien n'était passé. Donc, on était là-bas et il a fait son portable pour appeler ses proches. Donc, nous, on a constaté qu'il est conscient. Nous sommes partis. 2 jours après, je reçois un appel que c'est tel monsieur, la voiture immatriculée, ça, que nous, on a connu quelqu'un à Tablecopé. Hein? Je suis retrouvé au commissariat central. On nous faisait savoir que c'est un escorte du commissaire. Il a dit qu'il nous a cogné. Que nous, on l'a cogné, il dit oui. Ok, où est l'accidenté? Que demain, il va arriver. Le lendemain, on est là et on lui pose la question, est-ce qu'on l'a cogné? Que non, on ne l'a pas cogné, mais pourquoi, quand on l'a vu par terre, on a quitté? Nous, on t'a fait déplacer d'un côté de la route. Et tu fais sortir ton portable pour appeler tes proches. Et il nous fait savoir que lui n'avait pas de crédit. Et comment on peut savoir que toi, tu n'as pas de crédit? À cause de ça, ils ont bloqué nos pièces. Jusqu'à l'heure là, ils n'ont pas encore remis la pièce. Ce matin, vous voulez attirer l'attention de qui sur le sujet-là? Des autorités, parce qu'on ne sait pas. S'il est encore habillé en erreur, donc on ne peut pas reconnaître qu'il est en erreur. Oui, bien sûr. Ou bien le fait qu'on n'a pas dit de réparer notre voiture, c'est pour cela. Alors, monsieur Lawani, ouais. Vous savez que quand il y a un accident de circulation, vous ne devez pas laisser le blessé partir. Monsieur Rick, oui. Si vous voyez la personne, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Au moins, aucune grande ingratitude. Il n'est pas blessé. D'accord. C'est seulement la moto qui a des problèmes. La moto qui a des problèmes. D'accord. Et jusqu'alors, on a bloqué vos pièces. On arrive au commissariat, on demande les pièces, il essaie de nous bousculer. D'accord. Bon, monsieur Lawani, merci quand même de nous avoir appelé, de nous avoir raconté tout ça. Nous espérons que tout cela rentrera en ordre très très prochainement. Ce que nous savons, c'est que quand il y a un accident de circulation, que vous avez raison ou pas, vous devez attendre que les secours arrivent, qu'on prenne soin du blessé ou s'il n'est pas blessé,
que la situation soit réglée avant que vous nous demandez. Merci quand même, Monsieur Lawani. Nous espérons qu'il y aura un règlement, une issue favorable à ce problème. 93, 96, 99, 99. Allô? Allô? Oui, bonjour, Monsieur Bonjour, Kolani. Monsieur Eric. Monsieur Kolani, comment allez-vous? Monsieur Kolani, j'appelle d'abord. Très bien. Nous vous écoutons, Monsieur Kolani. Oui, Monsieur Eric, vous avez utilisé ce que l'autre là vient de dire. C'est cette injustice-là que nous déplorons. C'est une réalité. Vous appelez quelqu'un, il arrive à la police, vous prenez celui qui les a convoqués, on dit que c'est demain qu'il va arriver. Mais ça, c'est quoi ça? On est dans quel pays là? C'est parce qu'on a des corps habillés et qu'on sort. C'est cette frustration-là. Nous demandons au ministre de la Sécurité, du directeur de la gendarmerie, de la police, nos cas, sensibiliser leurs agents. Ils sont là pour servir le peuple. Il ne faut pas frustrer des gens comme ça. Monsieur Eric, j'appelle ce matin parce que c'est l'injustice dans le pays là. Ce n'est pas bien au niveau de la justice. Vous avez pris un journaliste là, c'est Daga, non? Il parlait qu'on a mené l'affaire à la justice, un juge juge, et l'autre n'est pas d'accord, il est parti voir un autre juge. Oui. Mais on est où là? Et finalement, c'est la police qui est intervenue, et le journaliste met ça dans sa presse, et on dit quoi maintenant? Ça dépend de qui maintenant? Dans ce pays, on se pose la question si le métier que nous avons pris comme métier là, et nous prenons le salaire chaque fin du mois là, on la maîtrise ou on ne la maîtrise pas. Mais ce n'est pas du tout sérieux. C'est comme on est dans un pays où tout le monde fait ce qu'il veut. Monsieur Eric? Oui. Mais où est le patriotisme même? Le patriotisme, chaque fois que vous tentez de parler citoyen d'État, citoyen d'État, c'est quoi? C'est le patriotisme. Aimer son pays. Il faut aimer son pays, aimer son boulot. Et rendre justice brève pour que ta conscience ne te gêne pas. Non, mais ça... D'accord. Oui. Merci pour votre antenne. Des fois, ça nous permet quand même de nous soulager. Sinon, c'est pas la peine. Très bien. Monsieur Kolani, merci quand même de nous avoir contactés. Merci pour votre appel. Le grand citoyen d'État Kolani. On va prendre notre auditeur au bout du fil. Allô? Oui. Bonjour, Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est où? Ça va très bien. Alors, vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur déjà. Oui. Ou l'éteindre carrément. Vous devrez nous écouter dans le combiné. D'accord. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Francis. Francis. Oui. Nous vous écoutons, Francis. D'accord. D'abord, je voudrais saluer tous les Sénégalais de par le monde entier. Oui. Par votre entremise, c'est fait que vous êtes suivi, vous bien écouté de par le monde entier. Bien entendu. Et saluer également votre PG, LG Blaise. Très bien. Nous écoutons, Francis. Je voudrais d'abord féliciter le ministère de la Sécurité suite au grabuge intervenu hier en patrouille à Mango. Et que des discussions ont été déjà prises pour vraiment approfondir ce qu'il y a eu lieu de faire. Bon, moi, c'est simplement une interpellation vis-à-vis des citoyens togolais dans le cadre du civil. Lorsque la patrouille s'organise et qu'elle est en activité, je crois que quand on interpelle un citoyen, ou bien n'importe qui passe quand on interpelle, à 2h du matin, je crois qu'il faut vraiment accepter cette interpellation-là et se soumettre à toute la vérification possible. Donc, c'est ce qui a eu lieu, les gens n'ont pas voulu se soumettre et puis, bon, heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal, les gens il n'y a pas eu de blessés, tellement que les tons se sont un peu élevés. Oui, mais Francis, quand vous jetez un coup d'œil sur le communiqué du ministre Payadoa Boukossi, vous comprenez qu'il doit y avoir un problème aussi au niveau de ceux qui étaient en patrouille, les forces de l'ordre. Et c'est pour ça que le ministre a dit qu'il y a une enquête qui a été immédiatement ouverte et que les résultats seront connus. Ça veut dire qu'il doit y avoir un problème aussi au niveau de ceux-là qui étaient en patrouille. Ouais, il y a eu un problème. Oui. Vous savez que d'abord, c'est une région sous tension. Une région sous tension depuis un certain nombre de 2 ans, 3 ans. Ce que je voudrais dire, c'est pas que ce n'est pas que l'affaire d'un citoyen qu'on veut contrôler, qui refuse qu'on le contrôle. Ce n'est pas que ça. Non. Moi, je dis que c'est une interpellation dans un cadre général que je dis. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas spécifié le cas de Mango. D'accord, très bien. Donc, je dis simplement qu'il faut pousser les enquêtes pour situer les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé à Mango, mais dans un cadre général. Parfait. Lorsque nous voyons une patrouille qu'on nous interpelle, il faut vraiment qu'on se soumette à ces questions avant de voir aller plus loin. D'accord.
Très bien. Maintenant, l'autre point de ma question, c'est que le chef de l'État, dans les jours à venir, va rencontrer la jeunesse. Oui. Je suis très fier de ce monsieur qui, dans son cadre olympien, comprend la jeunesse. Il est jeune, il comprend beaucoup la jeunesse. Et je crois que ce serait une occasion où il aura discuté directement avec la jeunesse. Et que partant de cela, qu'une issue, une solution soit trouvée à cette jeunesse pour que nous ne voyons pas ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'il y a des Togolais même qui prennent le bateau par la mer, tout cela. Oui. Mais qu'on voit qu'au Togo, quand même, il y a un effort qui a été fait. Donc, c'est un truc là qui vraiment m'a touché par rapport à l'action que veut poser le chef de l'État. D'accord. Mais également, au-delà de ça, vraiment, il faut qu'on crée de l'emploi à la jeunesse. Quand les gens finissent à avoir au moins le baccalauréat, le premier diplôme universitaire, il y a orienté les gens vers l'apprentissage. Nous savons qu'il y a le ministère de l'équipement. Par exemple, il y a un service qu'on appelle les travaux publics. Il y a certains jeunes qui peut-être veulent opter pour la maçonnerie ou autre là. On puisse recadrer les jeunes et qu'en 2 ans, les gens aient leur diplôme et qu'ils soient automatiquement engagés que de voir, et ça désengage même l'université, oui, bien que sûr. de voir un tas de jeunes à l'université, mais qui à la fin ne réussissent pas et que ça devient encore un autre problème pour l'État. Pour la société. Voilà pourquoi je voudrais attirer l'attention. Et réellement, l'aide de l'État à la presse. Ah ouais, c'est beaucoup. L'aide de l'État à la presse. Il faut amener l'aide de l'État à la presse à 1,5 milliard ou 2 milliards. Comme ça, quand les journalistes auront assez de moyens, ils feront assez d'investigations. Ils mettront assez de moyens sur pied pour pouvoir travailler comme ils se doivent. Vraiment, l'aide de l'État à la presse, ça importe beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis, de faire écho, n'est-ce pas, de l'aide de l'État à la presse ce matin sur Taxi FM Lomé. Merci à vous. Je voudrais m'arrêter juste là. On a un autre auditeur au bout du fil. Ah là là, nous avons des soucis pour l'avoir. Le chef de l'État devait rencontrer, selon les estimations, environ 3000 jeunes quand même. On espère que ça portera beaucoup de fruits. 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons encore 2 petites minutes à passer ensemble sur Radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. C'est le Taxi Media Show. Toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Et notre dernier auditeur ce matin, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Eric. Oui, c'est Georges. Oui. Comment allez-vous, Georges? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Bon, c'est toi, monsieur Eric. Ce matin, je voudrais interpeller la mairie et la NASAP. Oui. Si vous passez dans toutes les rues de Lomé maintenant, les poteaux des feux tricolores et les poteaux électriques qui sont au milieu des voies sont devenus des lieux d'affichage de publicité pour certaines personnes. Vous allez voir sur toute la route, on a affiché des papiers blancs, papiers rames A4 où on met des numéros dessus qu'on est traiteur de faiblesse sexuelle. Si vous longez la voie d'Agoued, si c'est poteau électrique, vous allez voir que c'est affiché des papiers blancs. Ça là, c'est pas agréable à voir. C'est sale aussi. Et les feux tricolores aussi, c'est la même chose pour les feux tricolores. Je pense que vous avez... Alors, comment est-ce qu'on pourra faire pour décourager ça? C'est-à-dire que la mairie s'en saisisse automatiquement en appelant ces numéros et en taxant ou peut-être en appelant ces personnes qui affichent finalement? En disant ces affichages anarchiques là. D'accord. Très bien. Et secondo, je voudrais aller au niveau de la HAC. Je crois que cette fois-ci, il faut que la HAC fasse un comité pour situer la population sur les débats des journalistes dans le pays. Vous avez l'habitude de dire c'est leur opinion, c'est leur opinion. Si quelqu'un voit quelque chose, une couleur blanche, et dit que c'est la couleur noire, vous allez me dire que c'est son point de vue. Est-ce que c'est son point de vue? Mais dans la logique, est-ce que c'est ça? Oui, Eric. Très bien. Donc, au nom de cette confraternité dont vous parlez chaque temps, vous laissez les gens nous dire des choses qui ne sont pas bonnes. Je veux que la HAC vous interpelle aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. C'est votre avis sur le sujet. Nous le respectons. Merci quand même de nous avoir interpellés ce matin. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à le grand citoyen d'État Georges, Francis Kolani et Lawani. Merci à vous tous. C'est la fin de Taxi Media Show de ce matin. Juste après nous, c'est Emmanuel Afadangbe qui prend
la relève jusqu'à 9h où vous retrouvez la salle de rédaction. 9h10, Joël Roniglo vous retrouvera pour le journal en éveil. Nous autres, on vous retrouvera un peu plus tard. Merci à Dia Prosper qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Rigato. À très bientôt. Au revoir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.